Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor deze eerste sessie van onze Club 35-programme, eerste van het jaar. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter de nouveau un film classique en pellicule. Cette fois, c'est encore le cas et on a le plaisir en fait de vous montrer un très beau film, As Good As Get, une comédie. C'est pas courant qu'on vous montre ça. Et ceci, c'est grâce à notre ami Frédéric Bastin qui nous a gracieusement prêté sa copie. Pour vous parler du film, comme d'habitude, nos amis Fabrice Vuels, cinéaste, scénariste, Jean-Pierre Versker, historien Bonsoir. des techniques du cinéma. Alors, comme le film est long, on va pas traîner. Fabrice, Oui. le film. Oui, alors, moi j'ai revu le film récemment, enfin je l'avais vu à l'époque, je l'ai revu et vraiment j'ai été stupéfait. Stupéfait par la qualité du film, et aussi je me suis dit à quel point Jack Nicholson manque au cinéma américain. Alors, c'est vraiment incroyable, c'est comme si le cinéma américain avait perdu la recette en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont perdu cette recette-là. À l'époque, ça nous paraissait peut-être un peu mainstream, pour plein de raisons, mais le film est vraiment formidable, aussi pour plein de raisons. Alors, bon, on est au milieu des années 90. C'est une décennie où le cinéma américain développe, en tout cas Hollywood, développe énormément de films qui mettent en scène des personnages qui souffrent de handicap, physiques ou mentaux. Il n'y a qu'à voir les Oscars des meilleurs acteurs de l'époque. C'est Daniel Day-Lewis avec My Left Foot, il y a Rain Man, Dustin Hoffman, il y a Geoffrey Rush avec Shine. Enfin, il y en a quand même, il y en a beaucoup, quoi. Donc on peut se dire que quand Nicholson a reçu le scénario de Pour le meilleur et pour le pire, traduit en français, il a dû se dire, bon, il y a peut-être une possibilité de choper un troisième Oscar. Il en avait eu pour Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il avait eu son deuxième Oscar pour l'Oscar du second rôle, qui était aussi un film de James L. Brooks, qui s'appelait Tendre Passion, avec Shirley MacLaine, qui est vraiment un film admirable. C'est le premier film de Brooks. Et comme il s'entend très très bien avec Brooks, pour plein de raisons, je vais parler de Brooks aussi, parce que c'est vraiment un metteur en scène très très étonnant et très peu connu chez nous. Étonnamment, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment un metteur en scène qui compte, qui est très très important. Chez nous, il n'est pas du tout identifié, encore moins comme un auteur à part entière. Nicholson ici trouve un rôle absolument extraordinaire. Je pèse mes mots, je pense que c'est, pour moi, je pense que c'est probablement un de ses plus grands rôles, en tout cas un de ses plus grands rôles dans les années 90. Ici, l'histoire, vous verrez, c'est l'histoire d'un écrivain qui écrit des romans sentimentaux, qui souffre qui est obsessionnel compulsif, qui se soumet à une rigueur de vie qui est assez... c'est tout le temps la même chose, donc il va toujours bouffer dans le même restaurant. C'est là qu'il rencontre un archétype du cinéma américain de ces années-là, la working mom, interprétée par Helen Hunt, qui va aussi choper un Oscar pour ce rôle. Et entre eux, c'est la seule qui est disposée à l'écouter. Le personnage de Nicholson est absolument odieux, mais odieux. C'est incroyable. Nicholson, s'il n'y avait pas ce capital sympathie du public mondial, américain, mondial, je pense que le film ne se serait pas fait, n'aurait pas pu se faire. Qui d'autre aurait pu camper un personnage aussi veule sur papier avec autant d'humanité? C'est assez extraordinaire. Donc Nicholson trouve vraiment un rôle, c'est un sommet de sa carrière à mon avis. Il y a des échos forcément au Jack Torrance de Shining, il y a des échos à McMurphy de Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a des échos aussi de ce film d'Hector Bamenko qui s'appelle Ironweed, où il joue un vagabond qui est très trouble. Enfin, il trouve quelque chose qui est vraiment étonnant. Il n'y aura plus beaucoup de grands rôles de Nicholson. Il y a le film d'Alexander Payne, Mr. Smith, en 2002, et puis après il y a le film incroyable de Scorsese dans Les Infiltrés, où il joue un rôle secondaire qui est absolument prodigieux. Et en 2010, il fait son film à ce jour. Il est très peu probable qu'il en tourne un nouveau, et qui est aussi un film de Brooks qui s'appelle How Do You Know. Et donc il a fait 4 films avec Brooks. Alors pourquoi il fait 4 films avec Brooks?
Brooks est vraiment un personnage complètement atypique dans le cinéma américain. C'est quelqu'un qui vient de la télévision à une époque où il y a un mur entre la télévision et le cinéma. Et à l'époque, dans les années 70-80, il est hors de question de passer le mur. On est vraiment cantonné à la télévision, au cinéma. Brooks, c'est un producteur, un écrivain, un scénariste, un producteur. Il va produire beaucoup de séries, des sitcoms américains. Il va lentement faire des choses absolument incroyables, comme Room 222, qui est un sitcom très connu aux États-Unis. Il va faire un autre sitcom très connu qui s'appelle Taxi, où il y a toute une génération d'acteurs incroyables, avec entre autres Andy Kaufman. Ceux qui ont vu Man on the Moon de Milos Forman voient de qui je veux parler. Il coproduit, enfin il produit et il co-crée les Simpsons. Vous imaginez? C'est absolument hallucinant. Et dans le même temps, il produit les premiers films de Wes Anderson, donc Bottle Rocket, et il produit aussi Jerry Maguire de Cameron Crowe. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. Qui va faire son premier film, donc je vous l'ai dit, Tendre Passion, qui va faire plusieurs comédies. Il en a fait 6, 7, parce qu'il y a son dernier film là, qui est sorti aux États-Unis en mois de décembre, qui s'appelle Ella McKay, qui a été un bide complet. Donc le film devait sortir en France et chez nous. Ce ne sera pas le cas, ce sera Disney+. Ce sera Disney+, je pense qu'il va... Bon, il a 85 ans, hein. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été un peu méprisé par la presse française, en tout cas qui n'a jamais été considéré comme un auteur. Alors que Judd Apatow, par exemple, dans la comédie américaine, le vénère. C'est vraiment quelqu'un qui est vénéré par Apatow et par beaucoup de cette génération-là. Pourquoi? Alors, parce que en fait, ces films ont un cadre mainstream assez implacable, hein, mais la profondeur des personnages, et vous verrez à quel point les personnages sont profonds, écrits, nuancés, subtils. Et encore une fois, Nicholson ici trouve quelque chose qui est extraordinaire parce que parfois, il n'est pas toujours plein cadre, il est parfois bord cadre ou à l'arrière-plan. Et on est complètement avec lui. On est comme suspendu en fait à sa pensée, à sa folie, à son bord cadre en fait. Et vous verrez, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont probablement vu et vont le revoir ce soir, mais c'est vraiment un film qu'il faut revoir à la hausse. Et je suis donc bien content qu'on puisse revoir ce film. Je laisse la parole à mon camarade, Jean-Pierre. Merci Fabrice. Merci. Franchement, tu nous donnes réellement envie de voir le film. C'est très étonnant. Alors moi, je ne suis pas de très bonne humeur. Je viens de mettre plus de 4 heures pour arriver de Mons jusqu'ici. D'habitude, je suis de bonne humeur. En fait, je suis toujours de bonne humeur quand je mets les pieds dans le palace. Et je serai bref. Et je vais vous raconter pourquoi je suis de bonne humeur quand je mets les pieds dans le palace. Mais vous connaissez certainement la chanson de Gainsbourg où il dit qu'on peut tomber amoureux le temps d'une chanson. Eh bien, j'avais 14-15 ans à l'époque où c'est sorti. Et effectivement, ça m'est arrivé. Oui. Et ça m'arrive encore. À 74 ans. Mais on peut aussi tomber amoureux d'une actrice pendant la durée du film. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vu Nathalie Wood dans West Side Story. J'avais 14 ans, alors que c'était un film en fin demi, j'étais parvenu à voir le film. Et donc, c'est pareil aussi pour Audrey Hepburn dans My Fair Lady, etc., etc. Et à mon âge, ça m'arrive encore. Tomber amoureux pendant le temps d'un film. Et quand j'ai vu Helen Hunt dans ce film, j'ai craqué. Un peu comme quand j'ai vu Audrey Tautou dans Amélie Poulain. Et donc, voilà, tout d'un coup, je suis fasciné par un personnage. Et non d'une pipe, tu disais que Nicholson était une sorte d'abruti, etc. Mais quel abruti ce Nicholson quand à la fin du film, il va non, raconte pas la fin du restaurant. Film. Tu dis ne dis pas la fin du film. Ah. Oui. Bien alors, à un moment donné... okay, mais si tu dis à un moment donné et que c'est la fin du film, ça ne va pas non plus. OK. Et donc, merci, mais c'est très bien de m'interrompre parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui suis un passionné du rapport fond-forme, du subtil mélange du rapport fond-forme dans le langage filmique, j'ai été piégé par mes sentiments. J'ai vraiment craqué et j'ai un peu oublié que j'étais au cinéma.
Il faut être au cinéma pour apprécier ce film. Hein. Si vous êtes à la maison avec des bruits dans la cuisine, le gosse qui joue sur sa trottinette, etc., l'émotion ne passe pas. Et ce film m'a emporté par rapport à sa dimension sensorielle, par rapport à l'émotion. Vous croyez que c'est facile d'atteindre cette dimension quand on fait du cinéma ? Et moi qui aime les films en cinémascope, en son immersif, stéréophonique, etc., évidemment, imaginez, vous avez vu Ben Hur ici, dans des conditions exceptionnelles, ultra Panavision, Technicolor, son immersif stéréo. OK, là, le rapport fond-forme se justifie pleinement. Mais quel rapport fond-forme faut-il pour être intimement impressionné par le niveau sensoriel du film? Eh bien, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Et donc, comme tu l'as dit, par rapport à la composition de l'image, il y a vraiment une étude qui va vous il y a une étude de la composition de l'image par rapport au récit qui va vous empêcher d'être distrait par des éléments qui vont enlever l'émotion. Et c'est ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, ça me met de bonne humeur tout d'un coup, mais c'est un exercice très difficile. Hein. Moi, j'ai été à l'INSAS pendant de nombreuses années, et je peux vous dire que André Delvaux, le réalisateur belge, tentait de sensibiliser les étudiants à cette dimension. C'est pas facile du tout. Les ingénieurs du son ont envie d'en rajouter, ils ont envie d'effets stéréo, les directeurs de la photo aiment le scope, etc. Mais tout ça distrait. Eh bien, dans ce film, le rapport fond-forme est pensé pour que l'émotion soit au rendez-vous. Voilà. Et c'est tout. Je vais vous libérer. Voilà, je vais vous souhaiter une belle projection. Merci Jean-Pierre, merci Fabrice. Juste vous dire que le prochain Club 35, c'est le 26 février, et on vous montrera un autre genre de film, Usual Suspect. Et venez nombreux, ça va être super. Venez nombreux, c'est un super film. Alors, oui, pardon. Oui, Usual Suspect, là on est dans un autre registre. Et à ce moment-là, je vous expliquerai quel est l'intérêt de le voir sur grand écran avec un son immersif stéréophonique. Ce n'est pas le cas de ce film. Ah, et avant de lancer, on est presque au bout. Hein. Juste pour les gens qui aiment les projections en 35 minutes, mardi, on montrera un grand film belge qui s'appelle Les Convoyeurs attendent. C'est un nouveau rendez-vous qu'on lance mardi. C'est les films, ça s'appelle Belgian Cult, et on montrera les films cultes belges. On en montrera 4 ou 5 par an. On commence avec Les Convoyeurs attendent, c'est mardi. Voilà, bon film, bonne soirée.